Le soleil décline sur un vaste campement, quelque part en France au XIIIe siècle. À travers un paysage parsemé de centaines de tentes, de fines colonnes de fumée s'élèvent vers le ciel qui s'assombrit. L'air est chargé de l'odeur âcre du chêne qui brûle et de l'arôme riche de la viande et des légumes mijotant dans des chaudrons en fer. Des milliers de soldats, le corps endolori par une journée de marche ou un combat brutal, se rassemblent en petits groupes autour des feux de cuisson. Pour ces hommes, loin de chez eux et confrontés à un avenir incertain, le repas du soir représente bien plus qu'un simple moyen de subsistance. C'est la chaleur, le répit, un lien avec les rythmes fondamentaux de la vie humaine qui persistent même au milieu du chaos de la guerre médiévale. Dans cette exploration, vous découvrirez comment les armées médiévales ont affronté l'un des défis les plus persistants de la guerre, nourrir des milliers de soldats affamés dans les conditions les plus rudes que l'on puisse imaginer. Nous révélerons ce que ces hommes consommaient réellement, de l'aliment de base universel, du soldat au festin élaboré de la noblesse. Bientôt, vous découvrirez les méthodes de cuisson et l'équipement qui transformait les ingrédients bruts en repas, en plein champ et en territoire hostile. Nous examinerons les systèmes logistiques sophistiqués que différentes cultures ont développés, et vous verrez comment l'éternel problème des provisions pouvait décider de l'issue de campagnes entières, avant même qu'une seule épée ne soit tirée. En chemin, nous remettrons en question les idées reçues sur la guerre médiévale. Nous exposerons les sombres réalités du fourrageage militaire et nous lèverons le voile sur l'armée invisible des suiveurs de camp qui rendait possible la vie militaire organisée. Ce voyage nous mènera des chaudrons communs des simples soldats aux plats épicés des commandants, de la planification carolingienne aux raids éclairs des Vikings. Ce qui en ressort, c'est une image de la guerre médiévale bien plus complexe, brutale et fascinante que ne le suggèrent les récits simplifiés de chevalerie. Avant de nous plonger dans les cuisines de campagne et les rations quotidiennes, nous devons d'abord saisir l'ampleur du défi auquel les commandants médiévaux étaient confrontés. C'est alors seulement que nous pourrons vraiment apprécier l'ingéniosité, la violence et la détermination nécessaires pour nourrir une armée en marche. Pensez aux exigences physiques imposées à un soldat médiéval en campagne. Imaginez un homme d'armes marchant kilomètre après kilomètre sous la chaleur de l'été, son corps enveloppé dans des couches de rembourrage sous un haubert de maille pesant 40 livres ou plus. Il porte des armes, des effets personnels, peut-être une partie de tente commune. Lorsque l'armée s'arrête, il ne se repose pas. Le camp doit être établi, les tentes montées, les fossés défensifs creusés, le bois de chauffage ramassé, l'eau transportée. Si la bataille survient, il se battra au corps à corps pendant des heures, maniant des armes lourdes dans un combat épuisant, qui pousse le corps humain à ses limites absolues. Tout cela nécessitait du carburant, et les corps médiévaux en brûlaient à des rythmes stupéfiants. Les archives historiques et les analyses modernes convergent vers un chiffre frappant, environ 5000 calories par jour et par soldat. Un adulte moderne modérément actif a besoin de peut-être 2000 calories par jour. Un soldat médiéval avait besoin de plus du double de cette quantité simplement pour maintenir son poids et sa capacité physique. Les aristocrates et les chevaliers, portant des armures plus lourdes et combattant plus intensément, en consommaient encore plus. Chaque combattant avait besoin de jusqu'à 4 livres de nourriture chaque jour. Maintenant, multipliez ce besoin individuel ahurissant par l'ensemble d'une force armée. Une armée de 10 000 hommes nécessitait 50 millions de calories toutes les 24 heures. Ces chiffres se traduisaient en tonnes et en tonnes de céréales, de viande, de poissons, de fromage et de bière qu'il fallait se procurer, transporter, protéger et préparer en conditions de campagne. La logistique ne faisait qu'empirer si l'on tient compte des animaux. Les armées médiévales dépendaient fortement des chevaux pour la cavalerie, le transport et le déplacement des engins de siège. Un cheval de guerre en service actif pouvait nécessiter 30 000 calories par jour, 6 fois ce dont un soldat avait besoin, consommant de vastes quantités d'avoine, de foin et de fourrage. Une armée de 2000 chevaux faisait face à un fardeau supplémentaire énorme, nécessitant parfois autant de fourrage par jour que les céréales nécessaires pour nourrir 20 000 hommes. La contrainte fondamentale était simple mais brutale. Les troupes médiévales pouvaient se transporter environ une semaine de nourriture pour elles-mêmes, mais pas pour leurs animaux. Toute campagne durant plus de quelques jours nécessitait soit une ligne de ravitaillement continue s'étendant jusqu'en territoire ami, soit l'armée devait se procurer de la nourriture dans la campagne qu'elle traversait. Ce simple fait a profondément façonné la guerre médiévale, déterminant quand les campagnes pouvaient être lancées, à quelle vitesse les armées se déplaçaient
où elles pouvaient aller et combien de temps elles pouvaient rester sur le terrain. Cela explique pourquoi les campagnes suivaient des schémas saisonniers prévisibles. Les armées se rassemblaient généralement au printemps et lançaient des offensives après la récolte d'été, lorsque les céréales remplissaient les greniers locaux et que la nourriture fraîche était la plus abondante. Attendre la fin de la récolte signifiait que l'armée achète, réquisitionne ou vole sa nourriture. Il y aurait effectivement de la nourriture à obtenir. Inversement, les campagnes d'hiver étaient extraordinairement rares, non pas principalement à cause du froid ou de la neige, mais parce que l'hiver était la période où la nourriture était la plus rare. Les communautés paysannes avaient à peine assez de céréales stockées pour se nourrir pendant les mois de vaches maigres. Une armée s'abattant sur des villages en hiver y trouverait peu de choses à prendre. La question qui se pose naturellement est la suivante. Comment les sociétés médiévales ont-elles réellement résolu ce défi monumental? Quels systèmes, méthodes et stratégies ont permis aux armées de fonctionner pendant des semaines ou des mois en territoire hostile? Nous allons découvrir les réponses, en commençant par un groupe dont les contributions à la guerre médiévale ont été largement ignorées par l'histoire militaire traditionnelle. Lorsque nous imaginons une armée médiévale, nous visualisons généralement des soldats, peut-être des chevaliers en armure étincelante, certainement des guerriers avec des armes. Ce que nous imaginons rarement, ce sont des femmes remuant des chaudrons, des enfants ramassant du bois de chauffage, des marchands vendant des provisions et des serviteurs préparant les repas. Pourtant, ces individus, collectivement connus sous le nom de suiveurs d'armée, formaient une composante essentielle de chaque force militaire médiévale. Comprendre qui faisait réellement la cuisine révèle une dimension cachée de la guerre médiévale, une dimension où l'armée visible sur le champ de bataille ne représentait qu'une fraction du nombre total de personnes nécessaires pour la faire fonctionner. Les suiveurs d'armée pouvaient être plus nombreux que les soldats dans des proportions de 2, voire 3 pour 1. Pour chaque millier de combattants, il pouvait y avoir 2 ou 3 000 civils supplémentaires voyageant avec l'armée. Qui étaient-ils? Les épouses et les enfants des soldats, des femmes vendant des services allant de la blanchisserie aux soins infirmiers en passant par les faveurs sexuelles, des cantiniers faisant office d'épicerie mobile, des forgerons et des artisans essentiels à l'entretien de l'équipement et des serviteurs de toutes sortes. Certains venaient volontairement, en quête de profit ou pour suivre leur famille. D'autres étaient enrôlés de force ou venaient en tant que captifs. Ensemble, ils formaient une armée de l'ombre dont le travail rendait possible la vie militaire organisée. La division du travail dans les camps militaires reflétait les préjugés de la société au sens large sur les rôles de genre et la hiérarchie sociale. Les femmes et les enfants ramassaient généralement le bois de chauffage, un travail crucial, nécessitant un effort constant puisque les feux devaient brûler toute la journée. Les enfants commençaient à allumer les feux, alors même que l'armée était encore en train d'établir son camp, s'assurant que la préparation de la nourriture puisse commencer immédiatement. Les femmes s'occupaient d'une grande partie de la cuisine, ainsi que des tâches classées comme travail de femme, le nettoyage, le raccommodage des vêtements, les soins aux malades et aux blessés. Les hommes se concentraient sur les travaux physiquement exigeants, monter les tentes, creuser les terrassements défensifs, décharger les chariots de ravitaillement, se préparer à un combat potentiel. Pourtant, ce schéma variait en fonction de la taille et de l'organisation du camp. Dans les camps plus petits, ou parmi les simples soldats, chaque petite bande pouvait cuisiner pour elle-même, les soldats effectuant une grande partie du travail. Dans les campements plus grands et mieux organisés, des cuisines centrales voyaient le jour. Ces cuisines de campagne fonctionnaient de manière communautaire, avec des cuisiniers expérimentés supervisant la préparation de la nourriture pour des centaines de personnes à la fois. Des récits d'armées bien organisés décrivent des cuisines de campagne élaborées avec plusieurs énormes chaudrons suspendus au-dessus de feux rugissants, capables de produire les vastes quantités de ragoûts nécessaires pour nourrir des milliers de personnes. De si grands chaudrons pouvaient contenir assez de nourriture pour nourrir des centaines de soldats à partir d'une seule marmite. Pour les chevaliers et la noblesse, la situation était entièrement différente. Un chevalier ne préparait pas sa propre nourriture, pas plus qu'il ne nettoyait sa propre armure. Ces tâches incombaient à son écuyer, un jeune homme de bonne naissance servant d'assistant personnel, tout en se formant pour devenir chevalier. Les devoirs de l'écuyer s'étendaient bien au-delà du champ de bataille. Il faisait le lit de son seigneur, le servait pendant les repas, découpait sa viande avec la cérémonie appropriée, versait son vin, s'occupait de ses chevaux, nettoyait et entretenait l'armure et les armes, et l'accompagnait au combat.
Cette relation représentait une composante essentielle de l'efficacité militaire médiévale. Les cantiniers méritent une mention particulière pour leur rôle économique crucial. Ces marchands autorisés voyageaient avec les armées, vendant des provisions et de l'alcool directement aux soldats dans des conditions réglementées. Pensez à eux comme à des magasins généraux mobiles, transportant des articles qui complétaient les rations officielles ou prenaient le relais lorsque les systèmes officiels tombaient en panne. Les soldats qui avaient de l'argent pouvaient acheter de la meilleure nourriture, de l'alcool supplémentaire ou des articles de spécialité. Les cantiniers bénéficiaient de marchés captifs et d'une protection militaire, tandis que les armées gagnaient des systèmes d'approvisionnement flexibles, fonctionnant selon les principes du marché. Ce qui est particulièrement frappant, c'est la manière dont ce système brouillait les frontières entre combattants et non-combattants. Les suiveurs d'armée participaient régulièrement à ce que nous appellerions aujourd'hui des crimes de guerre. Lorsque des groupes de fourrageage partaient s'emparer de la nourriture des villages locaux, les femmes et les enfants les accompagnaient souvent pour aider à rapporter le butin. Ils bénéficiaient directement de l'économie du pillage, recevant des parts des biens volés. Les récits historiques montrent clairement que la violence sexuelle contre les populations civiles était courante, et les suiveurs d'armée participaient à cette brutalité plus large. Le terme douillet de « suiveur d'armée » ne doit pas occulter la réalité. Il s'agissait de personnes intégrées, dépendantes et participant activement à des campagnes de violence organisée et de vol. Maintenant que nous avons établi qui cuisinait et dans quelle structure, nous pouvons nous tourner vers ce qui était réellement cuisiné. Que mangeait un soldat médiéval? La réponse pourrait vous surprendre. L'image de soldats médiévaux se régalant de gibier rôti et buvant corne après corne d'hydromel appartient plus à la fantaisie qu'à l'histoire. La réalité était bien plus banale, plus pratique et, à certains égards, plus intéressante. Les autorités militaires médiévales, travaillant dans les limites de la technologie de conservation et de la capacité de transport disponible, ont développé des rations standardisées conçues pour maintenir les soldats opérationnels sur de longues périodes. Ces rations variaient selon la région, la période et la situation de l'approvisionnement, mais certains schémas émergent avec une remarquable constance. Un soldat typique pouvait s'attendre à recevoir jusqu'à 1 kilogramme de pain par jour. Le pain constituait la pierre angulaire du régime médiéval, tant civil que militaire, fournissant l'essentiel des calories à partir de céréales. Lorsque les conditions le permettaient, il pouvait s'agir de pain relativement frais cuit dans des fours de campagne. Plus souvent, en particulier lors de campagnes prolongées ou de voyages en mer, les soldats recevaient du biscuit de mer, des craquelins denses et durs comme de la pierre, faits de farine, d'eau et parfois d'une pincée de sel. Le roi Richard Ier se prépara pour la troisième croisade en commandant du biscuit de métaille, un biscuit de mer à base de grains mélangés contenant de l'orge, de la farine de fèves et du seigle. Ce pain était cuit non pas 2, mais 4 fois, pour en extraire la moindre trace d'humidité. Préparé 6 mois avant le départ et conservé au sec, le biscuit de mer pouvait durer des années. Il y avait cependant un inconvénient majeur à cette durée de conservation. Le biscuit de mer est devenu tristement célèbre pour les infestations. Les soldats surnommaient sinistrement les biscuits infestés les « châteaux de verre » à cause des asticots et des charançons qui les colonisaient. Le biscuit de mer était si dense et sec qu'il était essentiellement immangeable sans préparation. Les soldats le trempaient dans n'importe quel liquide disponible. Du café s'ils avaient de la chance, de la bière ou du vin, de l'eau salée en désespoir de cause, ou simplement de l'eau douce. Ce n'est qu'après avoir absorbé de l'humidité pendant un temps considérable que le biscuit de mer devenait assez mou pour être mâché sans se casser les dents. En plus du pain, les soldats recevaient environ 400 grammes de viande conservée par jour, généralement du porc salé et fumé. Les porcs étaient l'animal de boucherie le plus important en Europe du Nord, des reproducteurs prolifiques nécessitant relativement peu de soins. Plus important encore, le porc pouvait être conservé par salaison et, s'il était correctement préparé, durer des mois. Le défi consistait à pouvoir se permettre le sel, qui était cher. Les registres d'approvisionnement militaire médiévaux documentent régulièrement d'importants achats de sel aux côtés du bétail, spécifiquement à des fins de conservation. Dans les langues romanes, la viande fumée était appelée carbouclée, bien que si c'était spécifiquement du porc, elle portait le nom que nous utilisons encore, bacon. Lorsque le bétail était abattu pour la consommation militaire, les soldats utilisaient chaque partie de l'animal. Rien n'était gaspillé. Le fromage apparaissait régulièrement dans les rations, fournissant des protéines
et des graisses concentrées, qui voyageaient raisonnablement bien. Le poisson, en particulier le poisson conservé, constituait une autre pierre angulaire du régime militaire. Le harengue, salé ou fumé et séché, était l'une des marchandises les plus couramment échangées par la puissante ligue hanséatique. Le stockfish était encore plus important, de la morue qui avait été vidée, parfois décapitée, et suspendue sur de grands râteliers en bois pour sécher à l'air froid. Les Vikings avaient perfectionné cette méthode de conservation, et à l'époque médiévale, le stockfish représentait la majeure partie des revenus commerciaux de la Norvège. Le poisson séché avait une durée de conservation de plusieurs années s'il était maintenu raisonnablement au sec, et fournissait des protéines qui pouvaient être réhydratées en les trempant puis en les cuisant. Le stockfish était bon marché, portable, et pouvait répondre aux exigences de l'Église catholique selon lesquelles les chrétiens devaient s'abstenir de viande le vendredi et pendant le carême. Pour boire, les soldats recevaient généralement 1 à 2 litres de bière ou de vin bon marché par jour. Cela nous amène à l'un des mythes les plus tenaces sur la vie médiévale. La croyance populaire veut que les gens du Moyen Âge buvaient constamment de la bière ou du vin parce que l'eau n'était pas sûre. C'est faux. Les gens du Moyen Âge buvaient régulièrement de l'eau. Les archives de l'époque indiquent clairement que l'eau était abondante et couramment consommée. Les textes médicaux de tout le Moyen Âge notèrent les bienfaits de l'eau potable, les médecins écrivant que l'eau est de la plus grande utilité dans tout mode de régime. L'idée que les gens du Moyen Âge savaient que l'eau était dangereuse et l'évitaient était un mythe moderne, pas une réalité historique. Que devenaient tous ces ingrédients à l'heure du repas? La réponse, le plus souvent, était le potage. S'il y avait un seul repas universel unissant les soldats médiévaux à travers les nations et les siècles, c'était cette soupe ou ce ragoût épais. Le potage représentait la cuisson la plus simple possible. On jetait tout ce qu'on avait dans une marmite d'eau, on la suspendait au-dessus d'un feu et on la laissait mijoter. Les légumes courants comprenaient le chou, les oignons, les poireaux, le céleri, les pois, les carottes, les panais et les navets. Des céréales comme l'orge perlée et l'avoine épointée épaississaient le mélange, transformant une soupe aqueuse en un ragoût copieux. Des herbes humbles que même les simples soldats pouvaient se procurer, persil, sauge, thym, romarin, ajoutèrent de la saveur. Les épices coûteuses comme les clous de girofle, la noix de muscade et la cannelle restaient l'apanage des riches. La beauté du potage d'un point de vue militaire était sa flexibilité et son besoin minimal de main-d'œuvre. Un chaudron pouvait rester sur un feu pendant des jours, avec des ingrédients ajoutés continuellement au fur et à mesure de leur disponibilité. Le plat changeait constamment, n'étant jamais tout à fait le même d'un repas à l'autre, mais toujours mangeable et nourrissant. Ajouter de la viande au potage était un signe indubitable de richesse ou de bonne fortune. Pour la plupart des simples soldats, le potage restait végétarien la plupart du temps, leur ration de viande étant consommée séparément ou réservée pour des occasions spéciales. Les soldats écossais à l'époque de Robert le Bruce, au début du XIVe siècle, transportaient leurs propres petits sacs d'avoine ou de céréales. Chaque homme pouvait faire ses propres galettes d'avoine ou banox lorsque l'armée s'arrêtait, en utilisant des méthodes simples ne nécessitant rien de plus qu'une pierre plate chauffée par le feu. Cette pratique permettait un mouvement rapide car l'armée n'avait pas besoin d'attendre de grands repas communs. Lorsque les campagnes étaient couronnées de succès et que le butin était abondant, les soldats pouvaient festoyer mieux que la plupart des civils médiévaux ne l'ont jamais fait. Des récits contemporains de croisés découvrant des réserves de nourriture musulmane notent que les soldats chrétiens arrêtaient de se battre et commençaient à manger, tant l'attrait des provisions de l'ennemi était puissant. Mais ces moments d'abondance alternaient avec des périodes de privation et de faim, et c'est vers le défi pratique de la préparation de la nourriture en conditions de campagne que nous nous tournons maintenant. La pièce maîtresse de chaque cuisine militaire médiévale, qu'elle serve 10 hommes ou 10 000, était le chaudron. Ces grands récipients, fabriqués en fonte ou parfois en cuivre, étaient conçus pour résister à la chaleur directe et contenir suffisamment de nourriture pour une consommation commune. Leur taille variait considérablement. Un petit chaudron pouvait servir un modeste groupe de soldats, peu différent d'une marmite de foyer paysan. À l'autre extrême, les chaudrons massifs utilisés dans les grands campements militaires pouvaient contenir des quantités vraiment énormes. Des récits décrivent des marmites assez grandes pour cuire des carcasses d'animaux entières ou nourrir des centaines d'hommes à partir d'une seule cuisson. Les chaudrons étaient suspendus au-dessus des feux de cuisson à l'aide de plusieurs méthodes. La plus courante impliquait des trépieds,
des supports à 3 pieds en acier forgé à la main, placés directement sur les flammes. Ces trépieds avaient un avantage crucial au-delà du simple support. En utilisant des chaînes ou des crochets de différentes longueurs, les cuisiniers pouvaient monter ou descendre le chaudron, contrôlant ainsi efficacement la température de cuisson. Cela permettait un mijotage soigné qui produisait un bon ragoût, plutôt que l'ébullition rapide et brûlante résultant du placement d'une marmite directement dans les flammes. Le feu de cuisson lui-même nécessitait une gestion minutieuse et un emplacement stratégique. Les feux étaient positionnés à des distances de sécurité des tentes pour éviter un incendie accidentel qui pourrait détruire un camp entier. Ils étaient déplacés dans des zones ouvertes, souvent entourés de pierres pour contenir les flammes et la chaleur, ou installés dans des fosses peu profondes. De l'eau ou du sable étaient gardés à proximité pour l'extinction d'urgence des incendies. L'établissement de ces feux de cuisson commençait presque dès que l'armée s'arrêtait. Tandis que les soldats et les suiveurs d'armée masculins montèrent les tentes et établissaient les périmètres défensifs, les enfants ramassaient du bois de chauffage et préparaient les feux de cuisson, s'assurant que des braises chaudes seraient fraîches lorsque la préparation du repas commencerait. Au-delà des chaudrons, les camps militaires médiévaux utilisaient divers autres équipements de cuisson. Les grilles, des grilles métalliques placées sur les feux, servaient à rôtir la viande. Les broches à rôtir, tenues à la main ou supportées sur des chevalets, permettaient une cuisson uniforme de plus gros morceaux ou d'animaux entiers. Les poêles à frire et les pierres à cuire, des plaques de cuisson plates en fonte, pouvaient être placées directement sur les braises pour frire ou faire des pains plats. Chaque soldat portait un couteau, essentiel pour couper la nourriture et manger. Des cuillères et des bols en bois complétèrent l'équipement de base. Les camps plus riches pouvaient se vanter d'ustensiles en cuivre ou en bronze, de pots en céramique plus fins et d'instruments de table plus élaborés. Le pain, bien que distribué sous forme de biscuits de mer pour les longues campagnes, était idéalement cuit frais lorsque les circonstances le permettaient. Cela nécessitait des fours de campagne, qui se présentaient sous plusieurs formes. Les fours les plus portables étaient en fer, assez petits pour que 2 puissent tenir sur un seul chariot. Ils pouvaient être assemblés et démontés au fur et à mesure que l'armée se déplaçait. Lorsque l'armée anglaise débarqua avant la bataille de Crécy en 1346, elle passa 6 jours à décharger les navires, à organiser les provisions, à piller la région et à préparer des vivres, y compris du pain. Cette pause était nécessaire pour reposer les chevaux, après 2 semaines en mer, et pour organiser l'important train de ravitaillement de l'armée en vue de l'avancée en France. Dans les camps plus permanents ou pendant les sièges, les armées construisaient des fours en terre qui pouvaient le cuire de bien plus grandes quantités. Ceux-ci ressemblaient à une roue dans leur structure, avec un feu central et une cheminée formant le moyeu et des tranchées couvertes, rayonnant vers l'extérieur comme des rayons. De tels fours s'inspiraient des pratiques de boulangerie civile. Dans les villes et les zones rurales médiévales, les fours communaux étaient courants, issus de monopoles féodaux que les seigneurs maintenaient pour le profit, mais qui fournissaient un service essentiel. Le modèle d'organisation pour la cuisine dépendait fortement de la taille et de la composition de l'armée. De petits groupes de simples soldats cuisinaient souvent pour eux-mêmes, chaque homme contribuant quelque chose au pot commun ou se relayant pour les tâches. Les armées plus grandes et plus professionnelles développaient des cuisines centrales avec un personnel de cuisine dédié, issu de suiveurs d'armée expérimentés. Ces opérations centrales pouvaient produire de la nourriture à une échelle entièrement différente, transformant la cuisine d'une activité individuelle ou en petits groupes en quelque chose qui ressemblait à une production alimentaire proto-industrielle. Le ragoût longuement mijoté apparaît comme le repas militaire idéal, non par accident, mais parce qu'il correspondait parfaitement aux conditions de campagne. Le ragoût nécessitait une attention active minimale. Une fois les ingrédients dans la marmite et le feu correctement géré, la nourriture pouvait largement se faire toute seule. Les cuisiniers pouvaient en se tourner vers d'autres tâches pendant que le potage bouillonnait. Le chaudron pouvait rester sur le feu pendant de longues périodes, restant chaud et prêt à servir les soldats à mesure qu'ils finissaient leurs tâches et se rassemblaient pour les repas. Les ragoûts nourrissaient efficacement de grands groupes puisqu'un seul grand chaudron servait de nombreux hommes. La méthode était indulgente, s'accommodant d'ingrédients variables sans nécessité de minutage ou de mesures précis. Ces méthodes supposaient également un élément crucial, un approvisionnement régulier en ingrédients. La manière dont les armées médiévales obtenaient les céréales, la viande, les légumes et autres fournitures qui remplissaient leurs chaudrons est une histoire qui nous emmène du côté le plus sombre et le plus violent de la guerre médiévale.
Peut-être qu'aucun aspect des opérations militaires médiévales n'est plus mal compris que le fourrageage. Le mot lui-même évoque des images agréables. Des soldats cueillant des baies, chassant le cerf, pêchant dans les ruisseaux. Cette vision romantique n'a aucun rapport avec la réalité historique. Le fourrageage militaire médiéval n'était pas une douce subsistance grâce aux bienfaits de la nature. C'était un vol organisé mené sous la menace de la violence, impliquant souvent une violence réelle, dirigée principalement contre la population paysanne civile de la campagne que les armées traversaient. Lorsque les sources médiévales parlent de fourrageage, elles décrivent ce que nous appellerions aujourd'hui le pillage. Des groupes armés, comprenant parfois jusqu'à un tiers de la force totale d'une armée, s'éloignaient du corps principal pour localiser des villages et des fermes. Ils utilisaient ensuite la force ou sa menace pour s'emparer de la nourriture, de l'eau et du fourrage. Les soldats prenaient les céréales stockées dans les greniers et les fermes, les légumes des jardins, les fruits des vergers. Ils emmenaient le bétail, bovins, porcs, moutons, chèvres, poulets. Ils saisissaient les produits laitiers, le miel, tout ce qui était comestible. Pour les populations locales, l'arrivée d'un groupe de fourrageage signifiait la perte de la nourriture qu'ils avaient su travailler toute l'année à produire, la nourriture dont eux et leurs enfants avaient besoin pour survivre aux mois à venir. Pour de nombreuses familles paysannes, le fourrageage d'une armée pouvait signifier la famine. L'échelle de ces opérations était considérable. Les armées pouvaient fourrager jusqu'à 60 miles de leur ligne de marche, envoyant des groupes montés rapides à la recherche de provisions, suivis de groupes plus lents avec des charrettes et des bêtes de somme pour transporter les biens saisis. L'armée romaine déployait régulièrement des légions entières d'environ 5000 soldats en tant que groupe de fourrageage. Les forces médiévales étaient souvent moins organisées systématiquement, mais le schéma de base restait le même. Le fourrageage nécessitait une force militaire importante. Que pouvait-on obtenir par le fourrageage? La cible principale était toujours les céréales, le fondement du régime médiéval, et le moyen le plus efficace de soutenir une armée. Un village d'environ 200 personnes pouvait détenir environ 70 000 jours-hommes de céréales au moment de la récolte. Un seul raid réussi sur un tel village pouvait nourrir une armée de 10 000 hommes pendant une semaine. Les villages stockaient les céréales dans des greniers et des fermes individuelles, ce qui les rendait relativement concentrés et faciles à saisir une fois localisés. Au-delà des céréales, les groupes de fourrageage saisissaient tout ce qui était disponible. Le bétail qui pouvait être abattu pour la viande ou conduit avec l'armée, les légumes et les fruits de saison, et surtout le fourrage pour les chevaux. Les opérations militaires médiévales dépendaient fortement de la puissance animale, et ces animaux avaient besoin d'énormes quantités de nourriture. La violence inhérente aux opérations de fourrageage ne peut être surestimée. Les sources contemporaines indiquent clairement que la violence sexuelle était courante. Les non-combattants, y compris les femmes et les enfants qui faisaient partie de la communauté des suiveurs d'armée, participaient aux raids de fourrageage et à la violence qu'ils entraînaient. Toutes les personnes impliquées comprenaient que le fourrageage signifiait participer à ce que les historiens appellent aujourd'hui l'économie du pillage, et un vol systématique soutenu par la force militaire, dont les produits étaient distribués entre les participants. L'impact sur le paysage était dévastateur. Une armée médiévale laissait un sillage de désolation de 10 miles de large ou plus dans son sillage. Tout ce qui était comestible à portée de main était pris ou détruit. Les bâtiments pouvaient être incendiés, les puits empoisonnés, les vergers abattus. Cette destruction servait de multiples objectifs au-delà de la simple obtention de provisions. Elle privait les forces ennemies de ressources, démontrait l'incapacité des seigneurs locaux à protéger leur peuple et terrorisait la population pour la contraindre à la soumission. Les opérations de fourrageage affectaient profondément le rythme et la nature des campagnes. Une armée dépendant du fourrageage se déplaçait lentement, généralement de 5 à 10 miles par jour. Ce rythme lent était nécessaire car trouver et saisir des provisions prenait du temps, et l'armée ne pouvait pas se déplacer plus vite que ces groupes de fourrageage, ne pouvait s'avancer pour sécuriser la zone suivante. La vitesse et l'approvisionnement étaient en tension fondamentale. Les forces qui voyageaient légers et vite, comme les pillards vikings ou les armées musulmanes pendant les croisades, sacrifiaient la sécurité de l'approvisionnement à la mobilité. Elles transportaient un minimum de provisions et prévoyaient de s'emparer de ce dont elles avaient besoin à leur destination. Les défenseurs pouvaient contrer le fourrageage par des tactiques de la terre brûlée, détruire les ressources de leur propre campagne avant que l'ennemi ne puisse s'en emparer.
Lorsque Richard Cœur de Lion marcha vers l'intérieur des terres, en direction de Jérusalem pendant la troisième croisade, Saladin ordonna que la campagne soit dépouillée de toute nourriture et de tout fourrage. Les puits furent empoisonnés. Tout ce qui aurait pu soutenir l'armée croisée fut enlevé ou détruit. Les soldats de Richard souffrirent terriblement du manque d'eau et de la chaleur étouffante, et la campagne échoua finalement. De même, avant Crécy, les forces françaises avaient dénudé le territoire où se trouvait l'armée anglaise, laissant les hommes d'Édouard III dans des circonstances de plus en plus désespérées. Les implications stratégiques étaient énormes. À Azincourt en 1415, les commandants français comprirent que leur meilleure stratégie était simplement d'encercler les Anglais et de les affamer jusqu'à la soumission. L'approvisionnement était le problème principal d'Henri V. Si un ennemi capturait le convoi de ravitaillement d'une armée, cette armée était condamnée, quelles que soient ses prouesses au combat. Pourtant, toutes les armées médiévales ne dépendaient pas également de ce système violent. Certaines cultures et certains États ont développé une logistique plus sophistiquée, réduisant leur dépendance à la saisie de provisions auprès des populations hostiles. La manière dont ces divers systèmes fonctionnaient à travers différentes sociétés médiévales révèle à la fois les défis universels de la logistique militaire et les diverses solutions que l'ingéniosité humaine a conçues. Le défi de nourrir une armée en campagne était universel, mais les solutions variaient remarquablement selon les différentes cultures et périodes médiévales. Ces variations reflétaient la capacité administrative de chaque société, ses circonstances géographiques, sa doctrine stratégique et sa structure économique sous-jacente. L'Empire carolingien des 8e et 9e siècles a développé l'un des systèmes d'approvisionnement les plus organisés du début de la période médiévale. Sous Charlemagne et ses successeurs, les soldats devaient apporter suffisamment de nourriture pour 3 mois de campagne. Une fois cette période écoulée, l'armée fournissait des provisions gratuitement. Les Carolingiens maintenaient des états-majors de planification qui se réunissaient chaque hiver pour élaborer des plans détaillés pour la saison de campagne suivante. Les biens du fisc royal, les domaines personnels du roi, étaient systématiquement utilisés pour l'approvisionnement des campagnes. Le célèbre capitulaire de Willis de Charlemagne, publié quelque temps avant l'an 800 de notre ère, fournissait des instructions détaillées sur les devoirs des régisseurs de domaine, y compris les obligations de soutenir les opérations militaires. Lorsque Charlemagne assiégea Pavie en 773 ou Barcelone en 802, ses armées apportèrent de lourds engins de siège et d'imposants trains de bagages. Le succès militaire carolingien reposait non pas principalement sur la prouesse guerrière, mais sur une technologie de siège supérieure et une excellente logistique. L'Empire byzantin a développé une approche différente à travers son système des SEM, qui a émergé au cours du 7e siècle, traditionnellement attribué à l'empereur Héraclius, bien que les chercheurs modernes débattent pour savoir s'il résultait d'une politique délibérée ou d'une évolution progressive sur plusieurs générations. Le système des thèmes à maturité accordait des terres aux agriculteurs en échange d'un service militaire, bien que des preuves claires de cette pratique apparaissent principalement à partir du Xe siècle. Chaque thème, à la fois une région administrative et un district militaire, recrutait ses propres soldats et maintenait sa préparation militaire en utilisant ses propres ressources agricoles. Les soldats byzantins recevaient des rations dédiées lorsqu'ils étaient en service actif. Fait intéressant, les anciennes souches de blé et d'orge avaient une teneur en protéines plus élevée que les cultivars modernes, ce qui signifiait que les rations de pain fournissaient une nutrition adéquate même sans viande substantielle. Le génie du système des thèmes résidait dans la décentralisation. Plutôt que d'exiger que le centre impérial approvisionne des armées lointaines, chaque région soutenait ses propres forces à partir de la production locale. La logistique viking fonctionnait sur des principes entièrement différents, reflétant une culture stratégique nordique qui prisait la mobilité par-dessus tout. Les Vikings voyageaient extraordinairement légers, en particulier lors des raids pendant les mois secs d'été où la vitesse offrait le plus grand avantage. Ils transportaient suffisamment de provisions pour le voyage et peut-être quelques repas à leur destination, puis vivaient de ce qu'ils pouvaient saisir. Les Vikings ont développé des biscuits de mer, remarquablement nutritifs, à base de farine d'orge, de farine de blé, de viande fumée et de légumes séchés. Ceux-ci fournissaient la subsistance pendant les voyages, mais une fois que les Vikings débarquaient et commençaient leur raid, ils consommaient ce qu'ils pillaient à leurs victimes. Cette stratégie fonctionnait parce que les opérations Vikings étaient généralement des raids plutôt que des conquêtes territoriales, nécessitant une occupation prolongée. Les armées islamiques
en particulier celle des califats et plus tard des commandants comme Saladin, ont fait preuve d'une logistique qui surpassait souvent tout ce que l'Europe chrétienne médiévale pouvait rassembler. Cette supériorité en matière d'organisation et d'approvisionnement a contribué de manière significative au succès militaire musulman pendant les croisades. De nombreuses armées croisées ont été vaincues non pas par des tactiques de combat musulmanes supérieures, mais par la faim, la soif et la maladie résultant d'une logistique inadéquate. Les chrétiens européens médiévaux avaient perdu une grande partie de l'expertise romaine en matière d'approvisionnement militaire. Les commandants arabes employant des solutions imaginatives, le légendaire général Khalid ibn al-Walid a utilisé de manière innovante des trains de ravitaillement à dos de chameaux, et, si nécessaire, ses forces pouvaient abattre les chameaux pour se nourrir. Comme les Vikings, les armées arabes voyageaient très légers, reconnaissant la vitesse comme leur plus grand avantage. Pourtant, les armées musulmanes n'étaient pas purement des pillards. Les camps de Saladin pendant les croisades étaient bien approvisionnés avec de hauts monticules de provisions. Les croisés eux-mêmes ont fait face à des défis extraordinaires. Leurs lignes de ravitaillement s'étendaient sur des milliers de miles, le voyage de l'Europe occidentale à la Terre Sainte prenant des mois. La troisième croisade sous Richard Cœur de Lion a démontré une solution réussie, l'approvisionnement naval. L'armée de Richard était continuellement approvisionnée par une flotte se déplaçant vers le sud le long de la côte, parallèlement à la marche de l'armée. La flotte servait à la fois de source de provisions et de refuge pour les soldats blessés. Lorsque Isaac Doukas, souverain de Chypre, a détourné les approvisionnements alimentaires destinés à l'armée latine à Acre, Richard a attaqué et conquis Chypre pour sécuriser sa ligne de ravitaillement. Saladin a tenté des tactiques de la terre brûlée, mais celles-ci se sont avérées largement inefficaces, car Richard pouvait tirer ses provisions de ses navires. Cet exemple illustre un principe crucial. Les marines fournissaient des lignes de ravitaillement difficiles à interdire pour les ennemis. La pratique de conduire le bétail sur pied, avec les armées, fournissait des approvisionnements alimentaires mobiles qui résolvaient plusieurs problèmes simultanément. Les animaux marchaient d'eux-mêmes, ne nécessitant aucune capacité de transport et restaient frais jusqu'à l'abattage. Un troupeau de 1000 bovins pouvait nourrir une armée de 14 000 hommes pendant environ 10 jours. Henri V, au début du XVe siècle, ordonna que le plus grand nombre possible de bovins soit envoyé aux 5 ports pour approvisionner ses armées en France. Ce qui unissait toutes ces approches variées était la reconnaissance que la logistique nécessitait une planification délibérée et une organisation systématique. Les armées qui négligeaient l'approvisionnement échouaient inévitablement. Celles qui le maîtrisaient pouvaient réaliser des campagnes qui semblaient impossibles à leurs adversaires moins organisés. Les opérations militaires médiévales dépendaient fondamentalement de la capacité de l'humanité à conserver la nourriture au-delà de sa durée de vie naturelle. Sans méthode de conservation efficace, les armées ne pouvaient pas transporter suffisamment de provisions pour des campagnes prolongées, et les variations saisonnières auraient rendu la guerre organisée presque impossible. La salaison était la méthode de conservation la plus courante et la plus importante pour le poisson et la viande. Le processus consistait à tremper la chair dans de la saumure pendant plusieurs jours, ce qui extrayait l'humidité et infusait la viande de sel qui inhibait la croissance bactérienne. Après le saumurage, la viande était suspendue pour sécher et souvent fumée également. Au XIIe siècle, le bœuf salé était consommé par les gens de toutes les classes sociales à travers l'Europe. La technique fonctionnait, mais le sel était cher. Pour les gens ordinaires, le coût du sel représentait le principal obstacle à la conservation de la viande pendant de longues périodes. Le fumage complétait la salaison, et les deux techniques étaient souvent combinées. La viande fumée était appelée carbouclée dans les langues romanes, tandis que si c'était spécifiquement du porc, elle était connue sous le nom de bacon. Le processus de fumage ajoutait non seulement de la saveur, mais déposait également des composés antimicrobiens, de la fumée de bois à la surface de la viande, offrant une protection supplémentaire contre la détérioration. Le séchage représentait la plus ancienne méthode de conservation des aliments connue au monde. Le poisson séché pouvait rester comestible pendant plusieurs années s'il était maintenu raisonnablement au sec. Les Vikings ont perfectionné cette technique avec leur production de stockfish. Les morues étaient vidées, souvent décapitées, puis suspendues sur de grands râteliers en bois dans l'air froid et sec du nord de la Norvège et de l'Islande. Les températures glaciales et le vent constant desséchaient le poisson, le transformant en objet dur comme des planches.
Mais ces morues séchées fournissaient des protéines vitales pendant les mois d'hiver où la nourriture fraîche était rare. À l'époque médiévale, la production et le commerce de stockfish représentaient la majeure partie des revenus de la Norvège. La Ligue hanséatique, cette puissante confédération de guildes marchandes dominant le commerce de la mer Baltique et de la mer du Nord, déplaçait d'énormes quantités de poissons conservés. Le harengue, salé ou fumé et séché, était l'une des marchandises les plus importantes de la Ligue. Le poisson conservé répondait à de multiples besoins simultanément. Il était relativement bon marché, voyageait bien et durait assez longtemps pour des réseaux commerciaux étendus. Surtout, il permettait aux chrétiens de remplir leurs obligations religieuses, de s'abstenir de viande le vendredi et tout au long du carême. Le calendrier de la conservation de la viande suivait les rythmes agricoles et climatiques. Novembre était traditionnellement connu comme le mois du sang, en raison de l'abattage à grande échelle du bétail. La fête de la Saint-Martin, le 11 novembre, marquait le début traditionnel de la saison de la boucherie, bien que le travail puisse se poursuivre jusqu'en janvier selon le temps. La logique était simple. Le temps froid facilitait la conservation et ralentissait la détérioration, et abattre en automne signifiait ne pas avoir à nourrir les animaux pendant l'hiver, lorsque le fourrage était rare et cher. La fermentation offrait une autre voie de conservation cruciale. Le brassage de la bière, du vin et du cidre transformait les céréales et les fruits périssables en boissons qui duraient beaucoup plus longtemps. Les fromages à pâte dure salée, lorsqu'ils étaient conservés au froid, pouvaient se garder pendant de très longues périodes. Presque tous les légumes pouvaient être mis en conserve, puis conservés au froid dans des caves pendant des mois, voire des années. Les Vikings faisaient fermenter le poisson dans de la saumure, et les produits laitiers étaient fermentés pour créer du skyr et des substances semblables au yaourt. Ces méthodes de conservation ont rendu possible le commerce à longue distance, ont permis la survie hivernale dans les climats nordiques et, ce qui est crucial pour notre propos, ont permis aux armées d'opérer loin de leur territoire d'origine pendant de longues périodes. Pourtant, la conservation n'était jamais parfaite. Les planificateurs militaires médiévaux devaient calculer non seulement la quantité de nourriture dont une armée avait besoin, mais aussi combien de temps leurs provisions conservées resteraient comestibles. Ce calcul, combiné aux facteurs saisonniers, explique pourquoi la guerre d'hiver était si rare et si difficile. Un schéma particulier émerge lorsque l'on examine les campagnes militaires médiévales. L'écrasante majorité se déroulait dans une fenêtre étroite allant de la fin du printemps au début de l'automne. La guerre d'hiver était exceptionnellement rare, et lorsqu'elle était tentée, elle échouait généralement ou ne réussissait qu'à un coût énorme. L'obstacle principal n'était pas le froid lui-même, ni la neige, ni même les limitations tactiques du combat en conditions hivernales. Le problème fondamental était logistique. La guerre d'hiver nécessitait plus de provisions que la guerre d'été, alors que l'hiver était précisément le moment où les provisions étaient les plus rares et les plus difficiles à déplacer. Considérez la multiplication des besoins imposés par le temps froid. Les soldats avaient besoin de vêtements plus lourds, qui devenaient inévitablement mouillés par la neige, la pluie et l'humidité générale. La laine mouillée est lourde, inconfortable et offre beaucoup moins d'isolation que la laine sèche. Donc, les soldats avaient besoin de plusieurs changements de vêtements, multipliant les bagages qui devaient être transportés. Les feux devenaient nécessaires non seulement pour la cuisine, mais aussi pour la chaleur, ce qui signifiait que les armées avaient besoin de beaucoup plus de bois de chauffage. Plus important encore, les soldats brûlaient plus de calories en hiver. Leur corps travaillait de plus dur pour maintenir la température centrale, ils dépensaient de plus d'énergie à se frayer un chemin dans la neige et la boue, et la misère générale des conditions hivernales augmentait les besoins énergétiques. Les chevaux aggravaient le défi de manière exponentielle. Un cheval de guerre nécessitait de vastes quantités de fourrage, même dans des conditions normales, jusqu'à 30 000 calories par jour, 6 fois ce dont un soldat avait besoin. Obtenir ce fourrage en hiver était extraordinairement difficile. Les champs qui fournissaient une herbe luxuriante en été étaient stériles en hiver. Le foin et les céréales stockées devaient être trouvés ou transportés, ajoutant à un fardeau logistique déjà écrasant. Pour les populations civiles dont les armées dépendaient pour le fourrageage, l'hiver était le moment où les greniers étaient les moins pleins. Les communautés paysannes calculaient soigneusement leurs réserves d'hiver pour durer jusqu'à la prochaine récolte. Elles avaient peu d'excédents, et souvent pas assez même pour elles-mêmes. Une armée s'abattant sur des villages en hiver y trouverait un minimum de nourriture à saisir. Des exemples historiques illustrent vivement ces difficultés. Dans les années 1330
Édouard III tenta de faire campagne contre les Écossais pendant l'hiver de 1334 à 1335. Lever des forces pour le service d'hiver s'avéra extrêmement difficile et coûteux. La campagne qui fut assemblée n'accomplit que peu de choses, et en février, l'armée s'était largement dispersée, forçant les opérations à attendre le printemps. Le siège de Rouen par Henri Singst dura pendant l'hiver de 1418 à 1419, la neige et le grésil, rendant presque impossible de compter sur les archers, l'un des principaux avantages tactiques de l'armée anglaise. Ces contraintes expliquent la saison de campagne médiévale typique. Les armées se rassemblaient au printemps après que les routes soient devenues praticables, lançaient des opérations après la récolte d'été lorsque la nourriture était la plus abondante, et concluaient les campagnes avant que le temps hivernal ne rende les opérations impossibles. Les armées romaines se mobilisaient traditionnellement en mars. Au moment où elles atteignaient le territoire ennemi, le blé d'hiver avait été récolté et se trouvait dans les greniers, prêt à être saisi. Les armées carolingiennes de Charlemagne se rassemblaient autour de Pâques et faisaient ces campagnes pendant les mois d'été, terminant les opérations au début de l'automne. Lorsque les armées devaient absolument rester sur le terrain pendant l'hiver, elles se dispersaient généralement géographiquement. Plutôt que de maintenir leur concentration, les forces se répartissaient dans une région avec de plus petits détachements hivernant dans différents endroits. Cette dispersion remplissait une fonction logistique essentielle. Elle répartissait les demandes alimentaires sur une zone plus large, réduisant le fardeau sur une seule localité. La nature saisonnière de la guerre médiévale découlait autant des cycles agricoles que de la météo. La société médiévale était fondamentalement agricole. La plupart des gens cultivaient la terre, et ils devaient être présents pour les semailles au printemps et la récolte à la fin de l'été et au début de l'automne. Lever une armée signifiait retirer des hommes du travail agricole, ce qui ne pouvait être toléré que pendant la morte saison agricole. Pourtant, à l'intérieur de ces contraintes saisonnières, il existait une variation considérable dans ce que les différentes personnes mangeaient et comment elles vivaient l'approvisionnement militaire. Le rang et le statut social déterminaient non seulement la quantité, mais aussi la qualité et la variété de la nourriture disponible pour les individus. Les camps militaires médiévaux étaient des microcosmes de la société médiévale elle-même, et nulle part cela n'était plus évident que dans les différences frappantes entre ce que mangeaient les simples soldats et leurs supérieurs sociaux. Ces distinctions reflétaient des hypothèses fondamentales sur la hiérarchie sociale qui imprégnaient chaque aspect de la vie médiévale. Pour le simple soldat, le potage était le plat de base quotidien. Sa version était simple, des légumes quand il y en avait, des céréales pour l'épaissir, des herbes s'il pouvait les identifier, et très occasionnellement un peu de viande. Il mangeait de la bouillie et des ragoûts basiques jour après jour, se remplissant le ventre avec ce que contenait le chaudron commun. Son pain pouvait être du biscuit de mer, nécessitant d'être trempé pour devenir comestible, infesté de charançons qu'il enlevait s'il était méticuleux ou qu'il consommait simplement comme un supplément de protéines s'il était pratique. Le poisson salé, généralement du hareng bon marché, fournissait la majeure partie de ses protéines. Il buvait de la bière ou du vin bon marché. Les simples soldats cuisinaient et mangeaient en commun, en grands groupes. Il y avait peu de cérémonies, pas d'arrangements de service élaborés, juste des hommes affamés se rassemblant autour des feux pour consommer la nourriture qui les soutenait pour une autre journée de marche ou de bataille. Les chevaliers et les hommes d'armes habitaient un monde culinaire entièrement différent. Ils jouissaient de régimes plus variés, avec des ingrédients de meilleure qualité. Lorsque la viande apparaissait, ils recevaient de meilleurs morceaux et en plus grande quantité. Leurs serviteurs préparaient la nourriture avec plus de soin et d'attention. Ils avaient accès à quelques épices, bien que celles-ci fussent généralement employées moins pour leur saveur que pour leurs propriétés médicinales perçues. Plus important encore, les chevaliers ne préparaient pas leur propre nourriture. Cette tâche incombait à leurs écuyers, de jeunes hommes de bonne naissance servant d'assistants personnels, tout en se formant pour devenir chevaliers. Les devoirs de l'écuyer à l'heure du repas étaient étendus et rituellement significatifs. Il préparait les repas de son seigneur avec une attention appropriée à l'étiquette de la table médiévale. Il découpait la viande, une tâche nécessitant de l'habileté et ayant une signification sociale. La manière de découper et de servir indiquait le respect et le statut. Il versait le vin, gérait les couverts et la vaisselle de son seigneur, et s'assurait que tout se déroulait selon les formes appropriées. Les chevaliers mangeaient une meilleure nourriture, préparée avec plus de soin, servie avec cérémonie, même au milieu des campagnes.
Les nobles et les commandants habitaient un échelon encore plus élevé. Leurs tentes élaborées comprenaient des installations pour les repas. Lorsque les circonstances le permettaient, ils savouraient plusieurs plats. Ils consommaient des épices coûteuses, poivre, gingembre, cannelle. Ils buvaient du vin plutôt que de la bière, et du meilleur vin de surcroît. Ils avaient des cuisiniers personnels, plutôt que de dépendre des cuisines de camps communes. Lorsque Guillaume le Conquérant vainquit le roi Harold à Hastings en 1066, Guillaume s'assit sur le champ de bataille, même pour son premier repas en tant que conquérant de l'Angleterre. Les récits contemporains décrivent de la viande rôtie, très probablement du mouton ou du bœuf, consommée au milieu des corps des morts et des mourants. Ce n'était pas un comportement grossier, mais une démonstration de pouvoir et de statut. Pourtant, la hiérarchie alimentaire dans les contextes militaires était moins rigide que dans la vie civile, à au moins un égard. Lorsque les campagnes étaient réussies et le butin abondant, les simples soldats pouvaient se festoyer mieux qu'ils ne l'avaient jamais fait chez eux, mieux même que de nombreux civils médiévaux ne pouvaient espérer manger. Les épices jouaient un rôle intéressant dans les contextes militaires, différent de leur utilisation dans les foyers nobles civils. Les gens du Moyen Âge croyaient que les épices possédaient de puissantes propriétés médicinales. Le poivre était utilisé pour aider à la digestion, traiter la goutte et l'arthrite, et même combattre les maladies infectieuses, y compris la peste bubonique. Le gingembre aidait un estomac refroidi en séchant supposément l'humidité excessive. La plupart des épices utilisées en cuisine ont commencé leur histoire comme ingrédients médicaux. Dans les contextes militaires, les malades et les blessés recevaient du poivre, du safran, des fruits secs et du miel dans le cadre de leur traitement. Les variations régionales dans l'assaisonnement reflétaient à la fois le climat et l'économie. Les simples soldats de toute l'Europe comptaient sur les oignons, l'ail, le vinaigre et la moutarde pour ajouter de la saveur à des rations autrement fades. En Europe du Nord, les graisses de cuisson provenaient principalement du saindoux ou du beurre clarifié. Dans les régions du Sud, l'huile d'olive était plus courante, reflétant les possibilités agricoles des climats méditerranéens. Cette hiérarchie nous rappelle que les armées médiévales n'étaient pas des organisations égalitaires où les hommes étaient jugés uniquement sur leur mérite. Elles reflétaient et renforçaient la stratification sociale rigide de la société médiévale. Pourtant, cette rigidité même créait des vulnérabilités. Lorsque les systèmes d'approvisionnement s'effondraient et que la famine menaçait, les hiérarchies pouvaient s'affaiblir, bien que même alors, les nobles disposaient généralement de ressources et de relations leur donnant des avantages. L'approvisionnement n'était pas simplement un facteur parmi d'autres pour déterminer le succès militaire. C'était souvent le facteur décisif, plus important que la tactique, la bravoure ou même la supériorité numérique. Les commandants médiévaux qui comprenaient cette vérité et planifiaient en conséquence pouvaient réaliser des campagnes qui semblaient impossibles. Ceux qui négligeaient la logistique condamnaient leurs armées, quelle que soit leur habileté au combat. La stratégie française à Azincourt, en 1415, illustre parfaitement comment les commandants pouvaient utiliser l'approvisionnement comme une arme. Les chefs français comprenaient qu'ils possédaient une supériorité numérique écrasante, mais que forcer l'armée anglaise d'Henri V à la bataille pourrait s'avérer difficile et dangereux. Leur solution était élégante, encercler les Anglais et couper leurs approvisionnements. Finalement, les Anglais n'auraient si d'autre choix que de se rendre ou de se battre selon les termes français. Pour Henri V, l'approvisionnement était explicitement son problème numéro 1. Son armée était en plein territoire hostile. Les lignes de ravitaillement étaient ténues et les forces françaises avaient dépouillé la campagne de la nourriture disponible. Si les Français avaient maintenu la discipline et adhéré à leur plan stratégique, ils auraient probablement gagné sans combattre. Au lieu de cela, les chevaliers français, fiers et avides de gloire, exigèrent la bataille et chargèrent la position anglaise, ce qui entraîna une défaite catastrophique. La campagne anglaise qui a culminé à Crécy en 1346 démontre ce qui se passait lorsque les armées se retrouvaient piégées dans un territoire dépourvu de provisions. L'armée d'Édouard III, forte de 7 à 10 000 hommes, était exceptionnellement bien équipée. La Normandie était un pays riche et offrait initialement de bonnes opportunités de pillage. Mais à mesure que la campagne progressait, les Anglais se retrouvèrent dans un territoire que les Français avaient délibérément dépouillé de nourriture. Ils manquaient de provisions, étaient de plus en plus désespérés et partiellement piégés par la situation stratégique. L'expérience de Richard Cœur de Lion pendant la Troisième Croisade révèle à la fois une gestion réussie de l'approvisionnement et ses limites.
L'armée de Richard bénéficiait d'un approvisionnement continu d'une flotte se déplaçant parallèlement à l'armée le long de la côte. Cette ligne de ravitaillement naval s'est avérée remarquablement efficace. Lorsque Saladin a tenté des tactiques de la terre brûlée, dépouillant la campagne et empoisonnant même les puits, ces mesures se sont avérées largement inefficaces contre la logistique navale de Richard. Pourtant, même ce système sophistiqué avait ses limites. La décision stratégique de Saladin de priver de nourriture et d'eau à l'intérieur des terres a finalement forcé Richard à abandonner sa tentative d'atteindre Jérusalem. L'armée croisée ne pouvait pas survivre à des opérations prolongées loin de la côte, aussi bien approvisionnés que fussent leurs navires. De nombreuses armées croisées furent moins chanceuses. Tout au long des croisades, les armées chrétiennes furent vaincues à plusieurs reprises, non pas principalement par des tactiques musulmanes supérieures au combat, mais par la faim, la soif, le scorbut et la maladie résultant d'un approvisionnement catastrophiquement inadéquat. Les environnements difficiles du Moyen-Orient, combinés au contrôle musulman des sources locales de nourriture et d'eau, créèrent des cauchemars logistiques que les armées européennes eurent du mal à surmonter. Le compromis stratégique entre la vitesse et l'approvisionnement confrontait chaque commandant médiéval. Le fourrageage ralentissait les armées à un rythme d'escargot, généralement de 5 à 10 miles par jour. Les forces mobiles les plus performantes, Vikings, armées musulmanes pendant les croisades, voyageaient extrêmement légers, sacrifiant la sécurité de l'approvisionnement à la vitesse. Elles transportaient un minimum de provisions et prévoyaient de s'emparer de ce dont elles avaient besoin à leur arrivée. Les trains de bagages étaient nécessaires pour des opérations prolongées, mais rendaient les armées vulnérables. La cavalerie ennemie rapide pouvait attaquer les convois de ravitaillement, et si ces convois étaient capturés ou détruits, toute l'armée était condamnée. Les opérations d'approvisionnement avaient de profondes conséquences politiques qui s'étendaient au-delà des considérations militaires. Nourrir une armée nécessitait soit la coopération, soit la soumission des populations civiles. Lorsque la coopération était recherchée, la couronne organisait l'approvisionnement par l'intermédiaire de shérifs et de commissaires qui achetaient de la nourriture, des chevaux et des charrettes. La première guerre d'indépendance de l'Écosse en fournit un exemple clair. Les shérifs écossais et gallois achetaient de force de la nourriture, des chevaux et des charrettes à des prix artificiellement bas. Lorsque la coopération n'était pas recherchée, les armées prenaient simplement ce dont elles avaient besoin par la violence, créant le sillage de désolation décrit plus tôt. Dans un cas comme dans l'autre, l'approvisionnement militaire créait une tension sévère entre les besoins militaires et le bien-être des civils. Ces conséquences politiques pouvaient déterminer si les États pouvaient soutenir des efforts militaires dans le temps. Les royaumes qui développaient des structures administratives capables d'un approvisionnement militaire systématique gagnaient des avantages significatifs. Ceux qui comptaient uniquement sur le pillage pouvaient gagner des campagnes individuelles, mais luttaient pour maintenir des armées sur le terrain saison après saison. Ce que tous ces exemples révèlent, c'est une vérité fondamentale sur la guerre médiévale. L'armée qui résolvait le problème de l'approvisionnement gagnait, et l'armée qui ne parvenait pas à le résoudre perdait. Les batailles étaient importantes, les tactiques comptaient, la bravoure individuelle pouvait faire la différence dans des engagements spécifiques, mais les armées fonctionnaient grâce à la nourriture. Sans elle, les guerriers les plus redoutables devenaient affaiblis, démoralisés, malades et finalement incapables de se battre. Nous avons commencé notre exploration dans un campement militaire médiéval au crépuscule, observant la fumée s'élever des feux de cuisson et les soldats se rassembler pour leur repas du soir. Tout au long de ce voyage, nous avons découvert la réalité complexe derrière cette scène simple. Nous avons vu que nourrir les armées médiévales nécessitait de résoudre un énorme défi logistique, 5000 calories par soldat et par jour, multipliées par des milliers d'hommes, maintenus pendant des semaines ou des mois loin de chez eux. Nous avons découvert l'armée invisible des suiveurs d'armée, qui pouvaient être 2 ou 3 fois plus nombreux que les soldats, et dont le travail rendait possible la vie militaire organisée. Nous avons appris que le fourrageage n'était pas une douce subsistance grâce aux bienfaits de la nature, mais un pillage organisé et violent qui dévastait les populations civiles. Nous avons exploré la solution universelle à la cuisine de campagne, le chaudron et le potage toujours mijotants, et les techniques de conservation ingénieuses qui rendaient possibles les longues campagnes. Nous avons comparé la logistique sophistiquée des planificateurs carolingiens, des thèmes byzantins, des pillards vikings et des armées islamiques, chacun adaptant des solutions à ses cultures stratégiques spécifiques.
nous avons compris pourquoi la guerre médiévale était majoritairement une activité saisonnière, liée aux cycles agricoles et vaincue par les exigences multipliées de l'hiver. Et nous avons tracé la hiérarchie, du simple ragoût du soldat ordinaire au festin élaboré du noble commandant. En regardant en arrière depuis notre perspective moderne, la continuité à travers les siècles est frappante. La célèbre observation de Napoléon selon laquelle une armée marche sur son estomac était aussi vraie au XIIIe siècle qu'au XIXe. La logistique militaire d'aujourd'hui reste fondamentalement un exercice consistant à nourrir, approvisionner et soutenir des êtres humains dans des conditions difficiles. Les soldats modernes consomment des RPC, repas prêts à consommer, qui représentent la dernière évolution du biscuit de mer médiéval, une nourriture conçue pour une durée de conservation maximale et une préparation minimale en conditions de campagne. Les lignes de ravitaillement déterminent toujours les issues militaires. La guerre du Golfe de 1991 a réussi en partie grâce à une logistique sans précédent qui a déplacé et soutenu des centaines de milliers de soldats dans un environnement désertique. Les commandants médiévaux reconnaîtraient le défi, même si les solutions technologiques les étonneraient. Ce que l'étude de l'alimentation sur les champs de bataille médiévaux révèle sur la société médiévale plus largement est profond. Ce n'étaient pas des gens vivant dans un âge sombre, d'ignorance et de chaos. La logistique requise pour mettre sur pied, déplacer et soutenir une armée médiévale exigeait une planification sophistiquée, des structures organisationnelles complexes, une connaissance approfondie des techniques de conservation et une capacité administrative pour mobiliser des ressources à travers des royaumes entiers. Les Carolingiens planifiant des campagnes un an à l'avance, les Byzantins intégrant les systèmes militaires et agricoles à travers leurs thèmes, les armées arabes apportant des semences de blé à planter pour l'année suivante, tout cela témoigne de l'ingéniosité, du pragmatisme et de la véritable sophistication des peuples médiévaux. Les réalités plus sombres que nous avons confrontées, la violence du fourrageage, la souffrance imposée aux populations civiles, la brutalité désinvolte de l'économie du pillage, nous rappellent de ne pas idéaliser la guerre médiévale. La fumée de ces feux de cuisson s'élevait de bois, ramassés par des enfants, entretenus par des femmes elles-mêmes vulnérables à la violence, et nourrissaient des soldats qui obtenaient souvent leur nourriture par le vol et la force. Comprendre cette image plus complète ne diminue pas les réalisations médiévales. Au contraire, cela nous montre des êtres humains répondant à de véritables défis avec à la fois une ingéniosité remarquable et une brutalité considérable, tout comme les humains l'ont toujours fait. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de la préparation de la nourriture sur les champs de bataille médiévaux. J'espère que vous avez acquis non seulement des faits et des chiffres, mais aussi une appréciation plus riche des détails du quotidien, qui en révèlent tant sur les périodes historiques. La fumée de ces feux de cuisson médiévaux, les chaudrons bouillonnants, le poisson conservé et la viande salée, les repas communs après des marches épuisantes, tout cela nous en dit autant sur la vie médiévale que les batailles et les sièges qui dominent l'histoire militaire traditionnelle. Si vous avez apprécié cette exploration de la vie militaire médiévale, je serais ravi que vous laissiez un j'aime sur cette vidéo. Partagez-la avec d'autres passionnés d'histoire qui pourraient apprécier cet aperçu des réalités pratiques de la guerre médiévale. Abonnez-vous pour d'autres explorations approfondies du monde médiéval, où nous continuerons à découvrir les détails fascinants qui donnent vie à l'histoire. Laissez un commentaire avec vos réflexions. Quel aspect de la vie militaire médiévale devrions-nous explorer ensuite? La construction des châteaux, le rôle des femmes dans la guerre médiévale, les coûts économiques des campagnes prolongées. La prochaine fois que vous sentirez un ragoût mijoté ou du pain cuire, peut-être penserez-vous à ces milliers de soldats médiévaux rassemblés autour de feux similaires, faisant face aux mêmes besoins humains fondamentaux que nous partageons tous, les résolvant avec les outils et les connaissances à leur disposition, et ce faisant, façonnant le cours de l'histoire européenne, un repas à la fois.